Aujourd'hui, nous allons consacrer notre épisode à étudier la façon dont les habitants de Mézières-en-Brenne ont réagi devant l'emprisonnement et la torture infligée à tous ces jeunes. Ils ont été torturés, pour la plupart d'entre eux, une dizaine de jours. Voilà, assez durement, sauf l'un qui s'appelle Albert Nisseron, qui était en réalité, qui s'est tout de suite transformé en témoin à charge. Donc celui-ci a été isolé dans un hôtel, le restaurant en face, s'appelait l'hôtel du Bœuf Couronné, dans lequel était logé aussi le commissaire Darro. Déjà, on peut s'interroger sur cette façon de pratiquer. Bon, toujours est-il que les jeunes ont été torturés pendant une dizaine de jours et qu'on entendait sur la place de Mézières-en-Brenne les exactions des policiers. Et donc aujourd'hui, je voudrais faire un petit aparté avant de retrouver les jeunes envoyés à la prison de Châteauroux. Un petit aparté consacré à la façon dont la population réagit, mais aussi à la façon dont la presse locale, régionale, a induit en quelque sorte la réaction des habitants ou l'absence de réaction des habitants. Mais vous verrez qu'il n'y a pas que la presse qui a joué un rôle, il y a aussi le poids sociologique de la grande famille Lobaudy qui régnait dans le secteur. Voilà, j'ai bien conscience que il reste des zones d'ombre pour beaucoup d'entre vous, les personnages ne sont pas très définis. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai suivi au pas à pas, en se plaçant du côté des jeunes, ce qui leur était arrivé. C'est-à-dire qu'effectivement, pour eux, les premiers, il y avait beaucoup de confusion. Et c'est un petit peu l'état dans lequel on se trouve, nous, spectateurs, de cette histoire 50 ans après. Donc c'est pas étonnant, mais je vous indique tout de suite qu'on va y revenir en détail, aussi bien sur l'enquête que sur le personnel de la police, de la justice, qu'on verra un petit peu plus tard, et voilà, et sur le grand seigneur qui régnait à l'époque. Voilà. À la suite des déclarations de Nisseron et Grosjean, désignant comme auteurs du meurtre du garde Boitard les nommés Miss Raymond et Thienot Gabriel, nous avons interrogé dans une salle de la mairie, avec les inspecteurs de la police judiciaire, le nommé Miss Raymond. Malgré un interrogatoire qui a duré de 0h45 à 5h, le 4 janvier 1947, il n'a voulu reconnaître aucun des faits qui lui étaient reprochés. On entendait des cris de douleur. Des cris que vous avez vous les entendez très bien d'ici. Ah, très bien. Parce que vous voyez, ici, notre cour, on touche la gendarmerie, et on entendait très bien les cris de douleur. Oui. Et vous n'avez pas vu les jeunes qu'on sortait de... Vous ne les avez pas vus, là? Si, j'en ai vu deux. Je me suis trouvé à en voir deux sortir de la mairie avec une couverture sur la tête. Pourquoi, d'après vous, une couverture sur la tête? Ben, sans doute parce qu'il devait être blessé à la figure, sans doute. Pourquoi? C'est ça. C'était impressionnant de voir tout de même des hommes sortir, un gendarme qui les tenait par le bras, avec une couverture sur la tête. Parce que j'avais un petit-fils, moi, il avait 3 ans et demi à l'époque, et il s'en rappelle. Il a fallu que ça le frappe. Oui. Et les cris, ça a duré pratiquement pendant les jours, les nuits. Tandis que la nuit, nous, vous savez, à l'époque que c'était, on était bien camouflés parce qu'il faisait froid d'abord. L'hiver, on était bien fermé, la nuit, je dis rien. Mais tous les jours, on les entendait. Tous les jours. Vous les entendiez crier comme des gens torturés, quoi. Ah oui. C'était ça, tout le monde pouvait entendre. Parce que tout le quartier, même sur la place, vous savez,
de la mairie, il est sur la place, ils entendaient. Quand j'étais changer ma carte à Mézières pour les tickets, eh ben, qui passaient là-bas pour être tapés, les pauvres gars. Et je me rappelle que je les ai vus sortir de la gendarmerie. J'avais porté ma carte à la mairie. Il les a amenés à la mairie pour les taper. J'ai dit, je laisse ma carte, je reviendrai le chercher demain matin. Mais je dis, pas ce soir, moi je fiche le camp. Moi je ne vais pas les entendre me battre. Alors, il y avait 2 femmes qui étaient dehors là. Et je leur ai dit, ça n'est une affaire quand même, les pauvres petits malheureux. Elle m'a dit, madame, si vous voulez garder votre vie, fermez dans votre gueule. Elle m'en répond toutes les deux comme ça, monsieur. J'ai sauté sur mon vélo, puis je me suis en allé à la blinotte. Hein? Et puis me suis tais aussi. Les gens nous voyaient circuler entre la brigade et la mairie. Mais pour les gens de Mézières-en-Pointe, c'était bien. Vous comprenez? La police judiciaire faisait son travail. Les gendarmes faisaient leur boulot. On était une bande de gardements, de jeunes trous du cul, de jeunes voyous qui avaient besoin de bonne correction. Puis la correction, on l'avait. Croyez-moi que ça s'appelait plus de correction. Hein. Alors, c'est les seules excuses que j'accorde à la police, à la population de Mézières-en-Pointe de ne pas nous être venus au secours. Je pense que dans leurs sentiments, ils croyaient. Ils croyaient. Vous comprenez? Parce que. Mais. On était à côté de la question. C'était encore pire. Quelles ont été les réactions au départ? Parce que ça a dû quand même faire un choc dans le quartier. D'abord l'arrestation, la mort du garde-chasse, et puis ensuite les aveux. Alors qu'est-ce qu'ils ont pensé, les gens de Mézières et des environs à ce moment-là, au début? Pendant l'enquête, tout le monde pensait qu'ils étaient vraiment coupables, puisqu'on les affirmait, la presse disait on a arrêté les suspects, et bon, au bout de 8 jours, on a annoncé qu'ils avaient avoué, alors ça ne posait pas de problème dans l'immédiat. La police judiciaire de Limoges, aussitôt sur les lieux, avec le commissaire Darro et 3 inspecteurs, s'est livrée à une perquisition au domicile des époux Miss, ménage polonais, installé depuis la Saint-Jean à la Blinerie, et chez qui les chasseurs devaient dîner dimanche soir après la battue. La Polonaise, à l'arrivée des policiers, lavait les vêtements de son mari et de ses enfants. Elle affirma qu'elle ne savait rien. On découvrit une quantité de gâteaux devant être consommés au cours du dîner de chasse et qui semblaient avoir été abandonnés. L'enquête qui s'est poursuivie hier très activement n'a pas sensiblement progressé. L'enquête menée par la police mobile sur le crime de Saint-Michel-en-Brenne se poursuit sans relâche. La journée d'avant-hier avait donné lieu à un certain optimisme et des progrès sensibles enregistrés. Il semblait bien évident, après les diverses vérifications et les nombreux interrogatoires, que le ou les meurtriers appartenaient au groupe de chasseurs invités par M. Miss et les siens. Peut-être la lumière surgira-t-elle bientôt. Les recherches et les confrontations se poursuivent, et peut-être finalement la lumière surgira-t-elle bientôt. Un inspecteur de la police mobile nous disait hier très nettement « L'enquête se poursuit. Mais nous en sommes toujours au même point. Il n'y a jusqu'ici aucun changement. Les interrogatoires décisifs auront lieu dans la nuit de vendredi à samedi et samedi matin. » L'enquête sur les responsables de la mort du garde Boitard s'est poursuivie samedi, mais n'a pas encore abouti à des conclusions définitives. Après avoir durant la journée de vendredi marqué le pas, elle a fait avant-hier un nouveau bond en avant. La police mobile de Limoges, sous la direction du commissaire Darro, secondé par le chef de brigade de gendarmerie Lardot, a abouti à des conclusions intéressantes. Les inspecteurs se sont livrés à de nombreuses vérifications et à un certain nombre d'interrogatoires. Ils ont acquis la certitude que les meurtriers du garde Boitard appartiennent au groupe des invités de M. Miss. Ils retardèrent effectivement la découverte du crime, ayant le loisir de songer aux réponses qu'ils feraient si jamais on les interrogeait. Les alibis qu'ils devaient fournir étaient identiques. C'est l'uniformité des déclarations des uns et des autres qui, lors des premiers jours de l'enquête, a pu dérouter les policiers et leur faire songer un instant que les criminels pouvaient après tout être de la bande Miss, mais pouvaient bien aussi appartenir à un autre groupe de chasseurs. Cependant, les inspecteurs de la mobile ne se sont pas laissés prendre au piège. Les interrogatoires se succèdent à une cadence rapide. L'affaire de Saint-Michel-en-Brenne sera bientôt plus un mystère.
L'enquête s'est poursuivie durant toute la nuit de dimanche à lundi, qui s'est entièrement passée en interrogatoire. 2 témoins ont enfin donné des indications précises sur la manière dont s'est déroulé le drame, et ces révélations contribueront pour beaucoup à faire parler les coupables. Ceux-ci, en effet, fort du silence observé jusque-là par tous les témoins, ne s'étaient laissés aller à aucun aveu. Mais, mis en face de données précises du drame, il est certain que le silence ou l'ignorance feinte ne leur seront plus possibles. Il semble qu'au cours des interrogatoires qui se sont succédés hier sans interruption, l'un des meurtriers ait commencé à faire des aveux décisifs. C'est là un point capital, car un aveu en appelle un autre, et dès que les coupables se rendront compte que leurs complices parlent, se sentant désormais à la merci les uns des autres, ils se départiront vraisemblablement du sang-froid qui leur avait permis jusqu'à maintenant de gagner du temps. Le meurtre de Saint-Michel est éclairci. Quelques-uns des coupables ont fait des aveux. Nous avons appris hier qu'après une journée très agitée, au cours de laquelle le commissaire Darro, le commissaire principal Darieux et leurs hommes s'étaient dépensés sans compter, des résultats substantiels avaient été obtenus. 2 des coupables ont partiellement avoué, mais ils s'entêtent sur un certain nombre de détails, et d'autre part, malgré les confrontations multiples, leurs camarades continuent à nier l'évidence. Cette nuit, les interrogatoires vont se poursuivre sans relâche, et ce matin, les coupables seront complètement démasqués. Les auteurs du meurtre du garde Boitard sont des jeunes gens de la bande Miss. Les 2 auteurs du meurtre du garde Boitard ont passé des aveux. Ils faisaient partie d'un groupe de 14 chasseurs invités par un fermier du voisinage. Depuis la découverte du cadavre du garde Boitard, la police mobile, sous les ordres du commissaire Darro, et la gendarmerie de Mézières-en-Brenne, sous la direction du chef Lardot, se sont efforcés d'établir les responsabilités de ce crime odieux. Leurs efforts, entravés par 1000 circonstances et notamment par l'entente qui régnait entre les meurtriers et leurs témoins, ont finalement été couronnés de succès. Les responsables du meurtre sont Miss Raymond, l'instigateur du crime et fils du fermier de la Blinerie, et Thienot Gabriel, de Brantaubourg de Mézières-en-Brenne. Vous aviez 2 cousins qui avaient été arrêtés. Est-ce que vous étiez tenu au courant de ce qui se passait pour eux et de ce qu'on leur reprochait? Bien oui, mais vous savez, on ne peut pas croire ça. Ça ne peut pas être possible. Ça ne pouvait pas être possible. Et leur famille n'a pas été autorisée dès le départ à aller les voir à la mairie pendant qu'on les interrogeait, il n'y a pas eu de contact du tout. À la mairie ou à Mézières? Oui. Pensez-vous? Ça va être trop beau, hein, Gabi? Avec t'as pas question. Hein. Pas question. On ne savait même pas ce qu'ils leur faisaient là-bas. Interdiction donc de tout contact avec la famille au départ. Oui. C'est un point d'ailleurs qui est curieux. Théoriquement, selon le code de procédure pénale, vous ne pouviez être gardé à vue que 48 heures. Ah non, il n'y avait pas de limite de garde à vue à ce moment-là. À ce moment-là, Il n'y a d'accord. absolument aucune limite de garde à vue. Moi, dans les 8 jours qu'on était gardés là-bas, ma mère est venue plusieurs fois pour m'amener à manger, mais le fameux gendarme Moulin, là, il lui a arraché l'assiette des mains, et puis vous feriez mieux d'avoir élevé une portée de cochon, comme il lui disait, et voilà. Ni manger sans boire, rien du tout. Justement, pendant ces 8 jours, combien de repas vous avez eu? Ben, moi, à ma connaissance, je n'ai pas eu de repas, rien du tout. Rien à manger pendant 8 Quand jours? on est rentré à la prison de Châteauroux, c'est tout. Oui. Des repas, il y en a qu'un qui y avait droit, c'est celui qui n'était pas à la même pension que nous et qui était à l'hôtel du Bœuf Couronné, Nice. Elle était dehors. Votre mère? Elle était dehors, puis mon père bien entendu aussi, mais enfin... Dehors, c'est-à-dire? Elle était en liberté. Oui, oui. Mais elle avait tout le monde derrière elle. Tout le monde qui lui disait, mais oh, vos enfants, votre fille s'y a tué. Vous voyez, tout le monde la regardait de travers, tout le monde la narguait, tout le monde, vous voyez. Hein? Tout le monde? Ah, pas tout le monde, non, il ne faut pas dire tout le monde. Mais enfin, vous voyez, dans les gens, il y en a beaucoup. Regarde la passe. Vous voyez, elle se sentait vraiment toutes les fois quand elle passait quelque part. Hein? Eh bien, quand elle montait dans le train, quand elle venait pour nous voir, eh bien, vous savez, hein, c'était dur pour elle. Pire que moi. Parce qu'elle l'avait dans le cœur.
Avec ses enfants, elle savait qu'elle était... Enfin... Non, c'était... Non, je mieux pas, parce que... Moi, si vous voulez, moi, les histoires, comment j'ai passé, parce que moi, j'étais monsieur tout seul. Personne n'est à côté de moi. Je n'ai pas de famille. Mon mari n'était pas toujours avec moi. Alors moi, avec les enfants. Ouais, elle avait ses enfants, elle avait ses 4 enfants qui restaient. Il marchait à pied, restaient. je ne sais pas combien de kilomètres, Mézières, Saint-Jean. à Mur. Mézières, Mur, t'avais 18 km. Alors j'ai marché à pied. Pour aller voir son beau-frère. Alors, soleil, il couchait, j'ai obligé de couper les enfants, préparer la soupe. Après, j'ai parti parce qu'il m'y a apporté les chemises, dernières chemises à lui. Comme il prenait au cœur, monsieur, vous pouvez comprendre. Alors, j'ai parti chez mon beau-frère. T'es pleine de sang, quoi, pleine, toute sale, tout, voilà. Alors, j'ai passé par la forêt, monsieur, parce que je ne sais pas si vous connaissez pas. Mais je connais un peu. Un petit peu, oui. Parce que c'est grand. Oui, mais ils connaissent un peu. Alors, peut-être au milieu des bois, et il fait noir. Oh, moi, j'étais fou pas mal. J'ai marché. J'ai attendu monsieur à vélo, comme approché tout près de moi. Alors, quand même, il fait chaud, il fait froid. Ah, moi, trouvé quand même moi, c'est ma mort, tant pis. Alors, il approchait, il dit, ah, c'est Madame Is. Alors, il approchait, oh le ciel. Alors, puis, pauvre garçon, après, peut-être 3 kilomètres, il montait pas sur vélo, il m'a accompagné jusqu'à la maison chez mon beau-frère. C'était ça. Parce que j'ai dit plusieurs fois, les enfants partaient, moi j'ai allé encore tout doucement, tout seul. Il dit non, ne vous quittez pas. Alors, il m'y a amené. Ah ouais, eh ben, voilà, allez, ça. Je vous dis. Pour dire, il aurait fallu ramer à contre-courant de l'opinion publique, ce qui n'est que ce qui est une position extrêmement courageuse. Et puis il y avait tout le poids, toute la pesanteur sociologique, toute la pesanteur de la famille Le Baudy sur le secteur, qui faisait qu'il valait mieux se taire finalement. Il faut aussi signaler que Le Baudy avait 2800 hectares de terre, 23 métairies, et que la plupart des gens qui auraient pu témoigner, peut-être faire prouver le coupable, et puis peut-être il y a peut-être encore des gens dans la Brenne qui les connaissent, ont passé toute leur, étaient, disons, dépendants, complètement dépendants de la famille de Baudy. Ils étaient métayers, vous savez ce que c'était des métayers en ce temps-là. Bon. Chez ces métayers-là, et personne ne voulait rien dire. Il n'y avait pas d'autre débouché. Et personne n'a rien dit, et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu une nouvelle enquête. Si la population avait réagi plus publiquement, plus fort, je pense qu'à ce moment-là, peut-être il y aurait eu une autre enquête, un complément d'information. Étant dépendant de M. Le Baudy, c'est ça, dépendant de la richesse, oui. il se soumettait. Faisait la bouche cousue. Que voulez-vous que je dise, monsieur? C'était le Baudy qui était là, avec l'argent, vous avez... J'avais 2 sœurs jumelles qui étaient jeunes encore, hein, parce qu'ils étaient nés en 36, ils allaient à l'école à Mézières, on les mettait dans un coin de la cour. Est-ce que vous n'avez pas l'impression C'était les sœurs de l'assassin. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'argent de Le Baudy a joué un grand Oh, rôle? même beaucoup, monsieur, c'est le sac qui a fait le tout. Moi, je peux vous le dire, c'est l'argent, le Baudy qui a fait tout ce qui a été fait. C'est-à-dire que ça a fait taire les gens, les Tout. gens avaient peur? Oui, il faisait peur parce qu'il payait tout le monde pour essayer d'arrêter tout. Hein. Personne n'avait le droit de causer, vous savez. Il payait jusqu'aux gendarmes, alors que voulez-vous le faire en compteur? Non, c'était pas possible. Hein. Et il payait Nisseron. Et il payait Nisseron. Et il paye encore. Et il paye encore. 42 ans après. Pas lui, pas Nisseron, pas le Baudy lui-même, mais le fils maintenant. Et puis personne ne me fera jamais rien tant qu'ils seront du monde. C'est un poteau de terre contre un poteau de fer. Moi, je peux vous le dire, monsieur. Oui. Le temps que le fils Le Baudy payera, il préférera manger tous les domaines et ça ne s'arrêtera pas. Quelle richesse il avait, Le Baudy? Oh, monsieur! Pensez donc, il avait 2 grandes usines à sucre à Paris. Il avait quand même 39 domaines.
Hein? Plus le château. Oui, c'est des gens qui étaient millionnaires. Dans la Brenne même, il avait 23 fermes dans la Brenne, 2800 hectares. Oui, oui, 23 fermes, oui. Puis des étangs. Et comment il se comportait avec les gens du village Le gars? Non, le body. Vous le voyez, il était... Oh, bon, on le voyait qu'il se promenait dans les fermes, oui, il voulait faire le tour de ses étangs. Mais il parlait à personne toujours. Parce que moi, je l'ai trouvé une de fois, mais il m'a même dit bonjour. Et à ce moment-là, il n'y avait rien. J'avais 23 ans. C'était le seigneur, quoi. Ah oui, oh, ben c'était le Seigneur. Et puis il avait été jusqu'à temps qu'ils soient morts. Puis les enfants qui l'élèvent derrière, c'est le même topo, vous savez. C'est la même affaire. Puis tant que les enfants, celui-là qui est là, mais le temps qu'il sera du monde, personne n'arrêtera rien, c'est pas vrai. Ils n'auront jamais rien de cause, les enfants. Moi j'avais un patron là-bas, et ben si j'avais le malheur de dire, ouf, même à la Fernand Voilée, je disais, ben, tu crois que c'est pas malheureux quand même, ce pauvre, vous l'avez employé, toi t'es vaché chez eux, hein? Ben, toi t'es un momélier quand même, vous les connaissez quand même, ben vous savez quand même que c'est pas des bandits. Ah, tu causes comme ça, toi, qui tu veux que ça soit d'autre chose, dit le bandit. Le bandit, il a dit que c'était eux, c'est ben parce qu'il est sûr. Voilà ce que me disaient les gens. Alors que voulez-vous dire? C'était le Seigneur. À qui il fallait se confier? À personne, messieurs, c'était pas possible. Il y a un personnage dont on n'a pas encore parlé, c'est le maire de Mézières à l'époque. C'est quand même curieux de voir un maire mettre sa mairie à la disposition des policiers pour en faire une salle de torture. C'est quand même assez incroyable. Qui était le maire et comment est-ce qu'il s'est comporté dans cette affaire? Il a mis sa mairie à la disposition de la police. Je trouve qu'il a joué un rôle véritablement dégueulasse. Parce que ça ne devait pas exister. Quand on est maire, on est le premier magistrat de sa commune. Hein, et pour bon, cacher le plutôt. Il a eu un comportement vraiment dégoûtant, si on peut dire. Il était lié à le body lui aussi? Bien naturellement qu'il était lié à le c'est body. sûr, c'était tout la même Naturellement bande. qu'il était lié à le body. C'était tout la même bande. C'était tout. Ils étaient tous pour les uns les autres, mais le pauvre, il ne compte pas. C'était la guerre des riches contre les pauvres. Ah oui, ah, là où ça l'était, monsieur. Le body, bon, ben, c'est pas difficile. Le body, il avait presque toute la commune de Saint-Michel à lui. Et puis, directement ou indirectement, tout le monde avait affaire à le body. Oui. Question de boulot. Parce qu'il employait quand même... oui, il employait du monde. Il employait oui. les trois quarts des gens qui travaillaient, travaillaient chez le body. Dans les domaines partout. Dans les fermes le body. Eh oui, c'était ça.